À l'évidence, les Pays-Bas ne manquent pas de richesse. Il y a au cœur de cette terre plate des joyaux, au bord de chaque cours d'eau, un bijou. L'une des plus fortes économies du continent sait jouer au jeu du monde. Mais le goût des Néerlandais pour le minimalisme les trahit, car leur plus beau succès est moins tangible qu'un tableau célèbre, moins matériel qu'un objet cher. C'est un système de valeurs qui prône la tolérance, la liberté, l'ouverture. C'est une croyance profonde en la validité du bonheur comme but social. C'est une manière de penser qui ose la différence et que l'on connaît bien. Provocateur et créatif, esprit rebelle et œil perçant, absolument attaché à la vérité, ne doutant pas du fait qu'elle puisse être radicale, Johan Cruyff, comme Rinus Michels, sont des justes représentants de leur nation, d'une terre qui prépare l'avenir en recalibrant le présent, d'un peuple d'artistes rationnels qui allie au rêve le réel. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce 17e épisode de retour, et celui-là, je l'attends depuis un moment. Les Pays-Bas sont là, et on va commencer par l'histoire footballistique néerlandaise. Combien de temps est-ce qu'on a devant nous? Parce que ouais, il s'est passé 2-3 trucs. On va dire déjà qu'à l'Euro, c'est une des 10 nations titrées, avec le sacre de 1988, celui de Ruud Gullit, Marco van Basten, qui est d'ailleurs buteur en finale contre l'URSS avec un des buts légendaires de l'histoire du football. C'est aussi le seul trophée de l'histoire des Pays-Bas, qui sont bien plus des perdants magnifiques que des vainqueurs. Il y a 3 finales de mondial perdues pour les Pays-Bas, 2010, bon ils sont pas très beaux là, mais surtout 78 et 74, les Pays-Bas de Cruyff, Rinus Michels, qui n'ont pas gagné, ok, mais qui ont profondément transformé notre sport. J'ai souvent montré sur la chaîne ces images de pressing monstrueux, des séquences iconiques, j'adore les revoir. Et ouais, cette vision du foot, parce que c'est le meilleur terme, c'est une vraie vision qui est très créative, n'hésite pas à reposer, repenser les paradigmes, mais aussi particulièrement élégante et avant tout préoccupée par la recherche d'espace. Ça c'est Cruyff, mais c'est aussi, comme vous le savez, mon joueur préféré de tous les temps, Dennis Bergkamp. C'est aussi l'Ajax 1995. Tout ça, c'est des sujets que j'ai couverts sur la chaîne au fil des années, et qui, je pense, sont pas pour rien dans ma décision de vivre ici. Un pays qui est un tel pays de foot, sous-estimé, je pense, sur sa culture foot de l'extérieur. J'en avais fait une vidéo avec Stan, on pense souvent Brésil, Argentine, Angleterre, entre autres, mais aux Pays-Bas, que ce soit autour de moi, où je vois sans cesse des maillots de foot portés, une affection pour l'Ajax énorme, mais aussi juste les gens que j'ai rencontrés, je sais pas, souvent un rapport avec le foot. Mon coach de tennis, c'était le physio de l'Ajax dans les années 90. Il avait fait la Champions, il était à Vienne pour la finale de Ligue des Champions 95, etc. Incroyable. Le chauffeur de taxi l'autre jour, c'est le père de Mitchell Bakker. C'était juste après la demi-finale en plus Atalanta-OM, donc on parlait un petit peu de ça. Il y a quelques semaines aussi, une agente immobilière, son mari, c'est l'agent de Davy Klaassen et de plein de joueurs néerlandais, de Leipzig notamment. Je trouve qu'ici le foot est partout. Et à Amsterdam, l'Ajax est partout, même dans des bars à cocktails. T'as des images de Kluivert 95 soulevant la Ligue des Champions, des images encadrées de Bergkamp, etc. Une vraie terre de football totale. Et alors bien sûr un pays qui cherche à revivre son frisson de 88, le seul titre de son histoire. Il y a eu des demi-finales ensuite, 92, 2000, 2004. En 2020, le dernier Euro, ils accèdent aux huitièmes de finale. Après en huitièmes de finale, par la République tchèque de Patrick Schick, ils sont battus 2-0 à Budapest. Frank de Boer est viré dans la foulée de l'Euro. Il est remplacé par Louis van Gaal. Et en 2022, bien sûr, les Pays-Bas vont en quart de finale de Coupe du Monde après avoir sorti les États-Unis, super match en huitièmes de finale. Ils vont en quart et ils tombent contre l'Argentine dans une rencontre épique, qui apparemment a même son article Wikipédia, la bataille de Lusail, ok. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des moments assez spéciaux dans cette rencontre. Après 20 matchs sur le banc néerlandais sans vraie défaite, Van Gaal démissionne. Et il est remplacé par Ronald Koeman qui fait son retour. Koeman fait son retour. Le premier match, ça se passe pas super bien, vu que les Pays-Bas sont giflés par l'équipe de France 4-0 à Saint-Denis. Mais derrière, ils font quasiment le perfect. Bon, on connaît bien, ils perdent 2 fois contre nous à Amsterdam aussi, mais remportent toutes leurs autres rencontres, 6 victoires, 2 défaites, pour se qualifier pour l'Euro. Alors, qu'est-ce que peuvent faire ces Pays-Bas à l'Euro? Est-ce qu'ils sont un peu sous-cotés? Moi, je trouve qu'ils ont vraiment un super effectif, très intéressant, mais avec tellement d'incertitudes, de doutes, on ne sait pas comment ils vont jouer. Koeman a donné sa liste hier,
hier, elle est sortie, il y avait déjà une liste provisionnelle. D'ailleurs, il fait partie des sélectionneurs qui ont milité, qui ont lobbyé très fort pour avoir la liste étendue à 26. Et je trouve que ça retranscrit un peu toutes les interrogations qu'il y a, notamment tactiques. Pour être honnête, on ne sait pas du tout comment ces Pays-Bas vont jouer. Depuis que Koeman est arrivé, il y a eu 12 matchs, 8 en qualif, 2 en Ligue des Nations et 2 matchs amicaux Écosse-Allemagne. Sur les 12, les Pays-Bas ont joué 6 fois avec une défense à 4 et 6 fois avec une défense à 3. Même sur les 2 derniers matchs, une fois à 4, une fois à 3. Et honnêtement, sans cet élément-là, c'est très dur d'imaginer comment les Pays-Bas vont jouer. Ce qu'on sait, c'est que ce sera sans Joshua Zirkzee et sans Ian Madsen. Alors pour Zirkzee, il n'était même pas dans la liste des 30, mais Madsen y était dans la pré-liste et il a été écarté hier. Ça fait beaucoup débat. Parce que, bon, pour moi, en vrai, je vais dire, c'est 2 de mes joueurs préférés de cette saison, et je parle même pas de joueurs néerlandais. 2 des joueurs qui m'ont le plus séduit et qui ont montré des choses très très intéressantes. Madsen qui va jouer la finale de Ligue des Champions dans quelques jours. Joshua Zirkzee dans un style très très spécial, avec un petit peu de Dennis Bergkamp en lui, sur les prises de balles, les contrôles orientés, qui sont assez créatifs. Bon, eux ne seront pas là. Ce que les Pays-Bas ont, c'est beaucoup de défenseurs centraux, mais pour moi, ils n'ont pas vraiment de défenseur gauche. Ok, Van Dijk, Nathan Ake, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Daley Blind, Lucharel Geertruida et Mickey van de Ven, bah ça c'est 7 défenseurs centraux. Pour une équipe dont les défenseurs droits, que ce soit Denzel Dumfries ou Jeremy Frimpong, sont plutôt des pistons droits, quand t'as 2 pistons droits, quand t'as 7 défenseurs centraux, pour moi ça me met sur la piste d'une défense à 3/5. Si tu prends 7 défenseurs centraux dans ton équipe, a priori c'est pas pour en avoir seulement 2 titulaires, mais le truc c'est que sans Madsen, il n'y a pas de piston gauche dans cette équipe, il n'y a pas du tout l'équivalent de Dumfries ou Frimpong à gauche. Alors les joueurs que Ronald Koeman a mis à gauche récemment, du coup c'était plutôt Daley Blind et Nathan Ake, ce qui n'est pas forcément choquant, même si Blind cette saison a quand même plus joué central avec Girona que défenseur gauche, mais contre l'Allemagne, il l'a même fait jouer piston gauche. Alors ça, je peux pas dire que je suis particulièrement d'accord. Nathan Ake contre l'Écosse était défenseur gauche dans une défense à 4, c'est plutôt ce que j'imagine. Si je dois partir sur mon idée des titulaires, Mickey van de Ven peut jouer à gauche aussi, mais voilà, c'est plus un central. Je trouve que c'est extrêmement asymétrique entre ce qu'il y a à gauche, où c'est grosso modo c'est plus des centraux que tu reconvertis un peu à la rigueur, et ce qu'il y a à droite, où c'est quasiment des attaquants. Pour moi, il y a un vrai déséquilibre là, une vraie asymétrie, et on le voit sur l'effectif Transfermarkt, où Matthijs de Ligt, Van de Ven, Ake, Van Dijk, De Vrij, Blind sont tous considérés comme étant des défenseurs centraux. Geertruida en tant qu'arrière droit, latéral droit, et après Frimpong, Dumfries considérés comme milieu droit, genre piston droit, mais il n'y a pas de défenseur gauche dans cette liste de 26. Si je dois parier, du coup je dirais plutôt défense à 4 avec les titulaires en orange. Ake, je pense, défenseur gauche comme il l'est souvent avec Manchester City aussi, Van Dijk, De Ligt et Denzel Dumfries titulaire. Alors déjà aussi entre Frimpong et Dumfries, il y a vraie question. Denzel Dumfries, pas la plus grosse saison avec l'Inter. Il a un petit peu perdu sa place de titulaire. Il l'était grosso modo que sur la moitié des matchs. La plupart du temps, c'était sur les matchs importants, c'était Darmian, qui était le piston droit de Simone Inzaghi. Mais avec les Pays-Bas, c'est 52 sélections. Jeremy Frimpong, c'en est que 2. Frimpong qui fait cette énorme saison au Bayer Leverkusen, et bah si on regarde sur la phase de qualif par exemple, Dumfries avec 505 minutes, ça a été le 4e joueur le plus utilisé par Koeman. Alors que Frimpong, il faut descendre tout en bas ici, 29 petites minutes pour lui. Pareil à la Coupe du Monde 2022, autre sélectionneur c'était Van Gaal, mais il était un des 5 joueurs Dumfries à avoir joué grosso modo toutes les minutes de la compétition. Il avait été énorme en 8e contre les États-Unis avec un but, 2 passes D. Sur la phase de qualif, on le voit ici, 6 passes décisives pour Denzel Dumfries. Donc ouais, Frimpong, malgré son énorme saison, je suis même pas certain qu'on le voit beaucoup jouer, encore moins je vais dire, si c'est une défense à 4, parce que Frimpong c'est encore plus pour moi un offensif que Dumfries, c'est presque un joueur de dernier tiers, c'est aussi pour ça que je l'avais pas choisi dans ma draft avec Stan, beaucoup m'ont dit dans les commentaires, personne n'a pris Frimpong, ouais, mais c'est pas un vrai latéral droit, pour moi c'est un joueur beaucoup plus haut qu'un latéral droit, plus piston ailier que piston latéral, donc si c'est défense à 4, je pense que Dumfries sera là. Aussi un truc en regardant pas mal de vidéos inside de la sélection néerlandaise qui m'a frappé, et je savais pas, c'est qu'en fait Frimpong, il parle pas néerlandais. Quand les joueurs sont en train de communiquer, jouer un petit exercice de frappe, etc. En fait, il lui parle en anglais, et lui parlait en anglais, parce qu'il a déménagé à l'âge de 7 ans en Angleterre, et il a rejoint le centre de formation de Man City à 9 ans. Peut-être que c'est pour ça, disons la présence de Dumfries, qui est devenu un essentiel de la sélection, plus le fait qu'il parle pas vraiment néerlandais, peut-être que c'est pour ça qu'on voit aussi peu de Frimpong en orange. Mais bon, disons que si c'est un système à 4, je comprends pas trop le fait d'avoir pris autant de défenseurs centraux. Si c'est un système à 3, je sais pas du tout qui tu mets en tant que piston gauche. Non, ça c'est déjà une première interrogation. La deuxième, je sais pas qui sera le gardien. Peut-être Bart Verbrugge, peut-être Mark Flecken. Il y a aussi pas mal d'incertitudes au milieu, où on a Frenkie de Jong, Tijani Reinders, Joe Ferman,
Coop Miners de l'Atalanta qui a fait une très très grosse saison. Gini Wijnaldum qui a été rappelé, ça c'est un peu une surprise, il joue à l'Ettifaq en Arabie Saoudite maintenant, mais Koeman l'aime bien, il a été repris. On a Jordi Schouten du PSV qui était titulaire contre l'Allemagne. Et enfin, Ryan Gravenberch, ça c'est un peu une surprise, je pense, suite à la blessure de Martin de Roon qui sinon aurait été dans la liste. Et je pense pas qu'il y aura beaucoup de temps de jeu pour Gravenberch. Bon, là au milieu, que ce soit 4 ou 3 derrière, je pense qu'il devrait y avoir 3 joueurs. Mais dans quel état sera Frenkie de Jong? S'il est remis, il est titulaire, mais blessure à la malléole, retour espéré le 9 juin 2024. C'est un peu léger, et dans quelles conditions physiques est-ce qu'il sera? Bon, moi j'aime bien Tijani Reinders, qui a fait grosse première saison je trouve à l'AC Milan, il a joué quasiment tous les matchs, à la fois milieu avec du volume, mais aussi capable de projection, de casser des lignes, par le dribble, par la passe, assez élégant et agile. J'aime bien Koop Miners aussi, lui aussi très très gros volume, vrai joueur de dernier tiers, 12 buts, 5 passes D cette saison à l'Atalanta, on l'a vu en finale notamment très bon, en demi aussi. Koop Miners, Reinders, Frenkie. Honnêtement, sur le papier, ça fait un beau milieu de terrain. Je pense comme ça, dans un 4-2-3-1. Mais contre l'Allemagne, on a vu Schouten et Ferman titularisés. Et contre l'Écosse, dans ce rôle de 10 avancé, c'était Gini. Sur le secteur offensif, là, peut-être il y a un petit peu plus de certitude. Sur les derniers matchs, on avait Cody Gakpo à gauche, Memphis en pointe, et à droite, Xavi Simons. Alors, le joueur le plus attendu à l'Euro pour les Pays-Bas, c'est sans doute lui. Il a fait cette saison à 10 buts, 15 passes D si on cumule Bundesliga et Ligue des Champions. C'est la pépite offensive des Pays-Bas. À la Coupe du Monde 2022, il avait joué 9 petites minutes, donc c'est vraiment un gars de la nouvelle génération. En qualif avec Koeman, c'est le deuxième joueur le plus utilisé des Pays-Bas, juste derrière le capitaine Virgil van Dijk. Donc Xavi Simons, très très attendu, mais pour l'instant avec les Pays-Bas, c'est assez décevant. Est-ce que ça c'est vraiment son rôle? Dans ma draft, c'est là que je l'ai pris avec Stan. Mais ouais, les offensifs néerlandais, pour moi, quasiment tous, sont un peu plus des joueurs axiaux. Memphis, il peut jouer sur le côté, mais bon, c'est devenu un buteur. C'est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas, avec 44 buts en 90 sélections. Il est à 6 unités derrière Robin van Persie. Il fait pas une très bonne saison du côté de l'Atleti. Il avait marqué ce but très important en Champions contre l'Inter, mais dans l'ensemble, il a pas beaucoup joué. Donc dans quel état arrivera Memphis Depay? À gauche donc, Cody Gakpo. Il a fini la saison la plupart du temps en tant que pointe, attaquant central. On le voit ici quasiment sur tous les matchs, un tout petit peu d'ailier gauche, mais ouais, pour moi c'est pas un pur ailier de percussion, de débordement, de 4-3-3. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il avait joué quasiment toutes les minutes à la Coupe du Monde au Mondial 2022, et je me souviens qu'il était un des joueurs de la phase de groupe. Vous vous souvenez, il avait vraiment détonné sur la phase de groupe du Mondial 2022. Donc ouais, sur le papier c'est plutôt une bonne option. Après, sans débordement de piston ou de latéral très offensif, c'est encore une fois une équipe que je trouve extrêmement asymétrique. Bergwijn est peut-être le seul ailier de percussion de cette équipe. Parce que sinon, que ce soit Brian Brobbey, que ce soit Daniel Malen, qui peut jouer ailier droit, mais qui est aussi une pointe, qui est pour moi un petit peu entre les deux, et Wout Weghorst, qui en vrai pourrait être titulaire. Ce serait pas choquant qu'il soit titulaire, mais je pense qu'il part plutôt pour être le remplaçant de Memphis. Bah voilà, c'est des joueurs assez axiaux. Weghorst, son prêt à Hoffenheim, c'est pas super bien passé. Après, aux Pays-Bas, il reste un joueur extrêmement utile, buteur contre l'Irlande, le but de la qualif pour les Pays-Bas. Dans le jeu de déviation, voilà, pour moi, c'est un vrai attaquant de foot international, de foot de sélection. Et ouais, je pense qu'il aura des minutes à l'Euro. Mais un que j'aimerais peut-être encore plus voir, je sais pas ce que ça donnera, mais c'est Brian Brobbey, parce qu'il est revenu à l'Ajax, 18 buts, 10 passes D en Eredivisie cette saison, 22-12 toutes compétitions confondues, avec un Ajax qui n'est pas extraordinaire en plus cette année. À 22 ans, c'est peut-être le vrai début de la carrière de Brian Brobbey qui commence. Je sais pas combien de minutes il aura, parce que je suis même pas certain qu'il soit le 3e avant-centre. Il y a peut-être un monde où je fais plus rentrer Weghorst pour remplacer Memphis ou Daniel Malen que lui, si je me mets dans la tête de Ronald Koeman. Mais ouais, je suis curieux, j'aimerais bien voir un peu de Brian Brobbey. Donc voilà, on a essayé d'esquisser un 11. En orange, c'est entre ceux que j'imagine et ceux que j'aimerais, mais je pense qu'il y a quand même de vraies lignes de force. Ce quatuor défensif, il est pas mal. Et les Pays-Bas ont de la réserve défensivement, quand on pense que même un Botman par exemple qui s'est blessé, Jurien Timber aussi est pas appelé, Hartmann qui aurait fait du bien je pense en tant que défenseur gauche aussi. Les Pays-Bas ont une grosse génération de défenseurs, et ce quatuor là, Ake fait une grosse saison à City aussi, Van Dijk, De Ligt, Dumfries, Verbruggen dans les buts. Si c'est ça, moi je trouve qu'ils sont plutôt pas mal équipés. Au milieu de terrain, ça c'est celui que j'aimerais voir plus que celui que j'imagine. Frenkie Romy, Tijani Reinders un cran plus haut, milieu comme ça de projection qui casse les lignes, et Koop Miners dernier tiers. Je pense que ça peut faire très mal, même à la pression aussi. À ce stade, je me demande si Koeman met pas plutôt Wijnaldum à la place de Koop Miners, et peut-être Schouten à la place de Reinders, pas sûr, il faudra voir l'état de Frenkie, mais des doutes là-dessus. Et ensuite, par contre, le trio offensif, si c'est effectivement du 4-3-3, je crois que ce sera Gakpo, Memphis, Xavi Simons. Et du coup, je pense vraiment que cette équipe aurait pu être meilleure avec Madsen. Et dans une moindre mesure avec Cirkzee,
mais c'est quand même un bel effectif. Et dans leur match, je vois parfois de très très belles séquences de jeu, à la relance, face à la pression contre la Grèce, contre l'Irlande aussi, pour aller attaquer le dernier tiers avec pas mal de vitesse. Il y a des moments où on sent que c'est les Pays-Bas, même si Koeman n'a pas encore trouvé la formule, que ce soit le système, les hommes. D'ailleurs, en qualif, le nombre de joueurs différents qui ont été utilisés, très différents d'autres sélections qu'on a analysées. Regardez, sur les titularisations, les Pays-Bas, il y a eu 8 matchs en qualif, il n'y a que 5 joueurs, Ake, Dumfries, Weghorst, Simons et Van Dijk, qui ont 6 ou plus de titularisation. Ensuite, on tombe tout de suite à 4. 4 et moins. Beaucoup de joueurs testés, beaucoup de talent, mais pas beaucoup de certitude. Un peu la sensation que les Pays-Bas sont bloqués dans un purgatoire footballistique. C'est-à-dire assez de qualité individuelle pour être considéré comme un prétendant, et pour battre les petits régulièrement, assez confortablement, mais pas assez de constance, de qualité collective et de certitude pour être considéré comme un favori. Prétendant, ouais, favori, non. Et pour battre les gros, par exemple, c'est toujours un peu problématique. On l'a vu contre l'Allemagne, on l'a vu contre la France à 2 reprises, on l'a vu en Ligue des Nations, Italie, Croatie. Franchement, les Pays-Bas contre les gros ont du mal. Et c'est pour ça que dans ce groupe, où ils commencent contre la Pologne, enchaînent contre nos Bleus, bien sûr, ça va être un immense match. Il me semble que c'est à Leipzig, 21 juin, la deuxième journée, très très importante pour nous aussi. Et enfin, ils finissent par l'Autriche. Attention à l'Autriche, l'épisode de retour est en ligne si ça vous intéresse. Attention à l'Autriche. Bon, je vois les Pays-Bas passer, parce qu'ils ont beaucoup de qualité individuelle, et ils ont montré Coupe du Monde 2022 dans le groupe de Sénégal, Qatar, Équateur, où ils font 7 points sur 9, et au dernier Euro, où ils font le 9 sur 9, le perfect. Ils ont montré que les phases de groupe, normalement, ça leur réussit plutôt bien. Et par contre, quand on regarde du côté des bookmakers, les favoris pour la victoire finale, il y a Angleterre, France, Allemagne, côté à 4, 5, 6. Ensuite, il y a un deuxième groupe, Portugal, Espagne, 9, 10. Et après, il y a un troisième, Italie, Belgique, Pays-Bas, 17, 20, 20. Voilà, les Pays-Bas, finalement, sont que le 7e, 8e favori de l'Euro. Et je trouve que ça colle plutôt bien à ce qu'on a vu. Il y a pas mal de joueurs à suivre. Franchement, c'est une équipe hyper intéressante, mais parce que c'est un énorme point d'interrogation. Gardons un œil sur les Pays-Bas. On ne sait pas du tout ce que ça peut donner. C'est un peu à la boîte noire de cet Euro. Un très grand merci aux amis de Foot Néerlandais sur Twitter. Donc plusieurs potes qui se relayent, qui font un travail tous ensemble vraiment fantastique pour couvrir le foot néerlandais. Je crois qu'ils sont plutôt d'accord avec moi sur la non-sélection d'Ian Madsen. Ils en ont discuté hier quand la liste de Koeman a été dévoilée. Ils font un super travail. Je vous mets leur page en description. Et merci à eux. Et merci à vous, bien sûr, d'avoir suivi ce 17e épisode de Retour. Il y a beaucoup de choses à dire sur les Pays-Bas. J'espère que ça vous a plu. Et rendez-vous demain pour le 18e. On va se pencher sur le cas d'un pays voisin que je crois beaucoup attendent. Alors prenez soin de vous, les amis. Et rendez-vous demain. Bisous.